La vie, en fait, n'est pas une ligne droite. C'est un peu l'idée qui ouvre le texte qu'on explore aujourd'hui. L'auteur ne voit pas du tout la vie comme un chemin à suivre, mais plutôt comme un... Un champ invisible d'échange. C'est ça. Et au cœur de ces échanges, il y a une sorte de négociation silencieuse, permanente, entre deux besoins qui sont fondamentaux. D'un côté, le besoin d'être vu, d'être reconnu, et de l'autre, le besoin d'être en sécurité. Et selon la source, cette négociation, elle est complètement déséquilibrée. Le texte est très clair là-dessus, hein. L'immense majorité d'entre nous choisit la sécurité. Et souvent sans même s'en rendre compte. C'est un choix par défaut, presque, un réflexe. Exactement. Et ça pose une question qui va nous guider tout au long. Est-ce qu'on vit vraiment notre vie ou est-ce qu'on ne fait que la subir en obéissant à des règles invisibles? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer en plongeant dans une série de ce que le texte appelle des vérités psychologiques. Ce qui est intéressant dans l'approche, c'est que ce n'est pas un jugement. C'est plutôt une grille de lecture, un cadre pour observer ce qu'il nomme le jeu. Un jeu dont on ignore souvent les règles, mais auquel on joue tous les jours. L'idée, c'est de passer de joueur inconscient à observateur. Alors, pour comprendre ce jeu, il faut revenir au début. Le texte commence avec l'illusion de la sécurité. Et l'idée, c'est que tout ça démarre dans l'enfance. On apprend très très vite que pour être accepté, il y a des conditions. Oui, il faut être sage, il faut être gentil, utile. C'est ça, le contrat de base. Tu te conformes et en échange, on te donne une place. Il y a une phrase dans le texte qui est très très forte là-dessus. Laquelle? La plupart des gens ne cherchent pas le bonheur, ils cherchent la permission d'exister sans être rejetés. C'est... la nuance est énorme. On ne vise pas la joie, en fait. On vise avant tout à éviter l'exclusion. Et ça change tout sur notre plus grande peur. On pense souvent que c'est l'échec qui nous paralyse. Mais le texte, lui, il suggère que c'est bien plus subtil. La vraie peur, ce serait de déranger. D'être trop, de prendre trop de place. Oui, et cette peur-là, elle nous pousse à nous effacer. On devient, comme le dit le texte, petit, adaptable. Silencieux. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas de la passivité. Devenir petit, c'est un travail en fait. C'est une stratégie de survie active. On apprend à lire les attentes des autres, à anticiper les conflits. C'est une compétence, quoi. Mais c'est là qu'arrive un paradoxe qui est vraiment au cœur de la réflexion. L'auteur dit on ne poursuit pas vraiment ce qu'on désire. On poursuit ce qui nous a déjà fait nous sentir en sécurité, et là il donne des exemples. Le succès, l'attention, la perfection. Ça m'a fait réfléchir ça. Bah oui, ça veut dire que la quête de succès, par exemple, ce n'est pas pour construire l'avenir. Selon cette source, c'est un retour vers le passé. Un retour vers le passé. Oui, l'idée c'est que ces objectifs, le succès, etc., ce ne sont pas des buts, ce sont des souvenirs. La quête, ce n'est pas de réussir pour attendre un truc nouveau, mais de revivre le moment où on s'est senti suffisant. C'est une tentative de recréer un sentiment de validation qu'on a connu. D'accord. On ne court pas vers un futur, on court pour retrouver une sécurité passée. Et j'imagine que pour ça, on se construit une sorte de personnage. C'est un peu l'idée des masques que le texte aborde ensuite, non? Quand il dit que nos personnalités sont des compromis. Exactement. Et les exemples sont très parlants. Le confiant a appris à parler fort avant d'être entendu. Le discret a appris à disparaître avant d'être blessé. Ça renverse complètement notre vision des traits de caractère. Ce ne sont plus des qualités innées. Mais des stratégies d'adaptation, attends, ça va assez loin ça. Ça voudrait dire que la personne qu'on admire pour son assurance, elle n'est pas née comme ça, mais elle a peut-être développé ça comme un outil pour ne pas être ignorée. C'est précisément l'idée. Le texte le formule comme ça. Chaque force que tu admires chez quelqu'un est née comme mécanisme de défense. Ce qu'on voit comme une force est en fait le résultat d'une lutte invisible, une cicatrice qui est devenue une armure en quelque sorte. Ce qui nous amène à l'idée la plus radicale, je trouve. Si nos personnalités sont des mécanismes, alors nos choix ne sont peut-être pas de vrais choix. On ne ferait que répéter des mémoires. Quand le texte dit que des phrases comme « je ne suis pas prêt »,« je ne mérite pas », que ce n'est pas une décision, mais une vieille blessure qui parle, ça devient presque déterministe. Ça me paraît un peu fataliste, non? C'est la question que ça soulève. Mais l'auteur ne dit pas qu'on n'a pas de libre arbitre. Il dit que tant qu'on n'est pas conscient du mécanisme, on n'a pas vraiment le choix. C'est un programme qui tourne en arrière-plan, tu vois. C'est l'écho de la vieille blessure qui murmure « tais-toi, c'est plus sûr ». Ce n'est pas un choix conscient, c'est une répétition. Et cette répétition, j'imagine qu'elle est particulièrement visible dans nos relations amoureuses. C'est le point suivant, le lien très complexe entre l'amour et la peur. La thèse est, directe, les gens aiment à travers leur peur.
C'est une affirmation qui déconstruit pas mal de mythes romantiques, c'est sûr. On voit l'amour comme une ouverture totale, et là il est présenté comme constamment filtré par nos insécurités les plus profondes. Et les illustrations qu'il donne sont très éclairantes. La personne qui hésite à s'engager n'est pas décrite comme froide, mais comme quelqu'un qui a peur du coup de la proximité. Oui, Ou celle qui disparaît face à la vulnérabilité. c'est Ce n'est pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'elle se souvient d'un moment où l'honnêteté a été punie. Ça change complètement la perspective. absolument. Et ça explique très bien la psychologie de la répétition des schémas relationnels. Le texte dit « La plupart ne veulent pas la liberté. Ils veulent une familiarité qui ne fait pas mal ». C'est une phrase terrible et brillante à la fois. Terrible, oui. La répétition, ce n'est pas un désir de souffrance. C'est une recherche de prévisibilité. Le cerveau préfère un scénario connu, même douloureux, à un futur inconnu. Comme le dit la source, l'inconnu fait plus peur que la douleur familière. Ça veut dire qu'on peut saboter une relation saine juste parce qu'elle ne correspond pas au scénario de souffrance qu'on a intégré. C'est exactement ce que le texte suggère. On est plus à l'aise dans un drame qu'on connaît que dans un bonheur inconnu. Au moins, dans le drame, on connaît les règles. D'accord. Alors, si tout est gouverné par ces forces invisibles, comment on s'en sort? C'est un peu la question que pose la partie suivante, ce qui nous dirige sans être vu. Le postulat est clair, ce que tu ne vois pas te contrôle. Et il liste ses forces. Les loyautés invisibles à notre famille, les anciennes versions de nous-mêmes auxquelles on reste fidèle, les croyances sur l'amour. Et la solution qu'il propose est contre-intuitive. On ne gagne pas ce jeu en luttant plus fort. Non, on le gagne en observant. Mais comment, concrètement? En se posant la question clé, à quoi suis-je encore en train d'obéir? Quand on ressent une peur, une colère, au lieu de réagir, on s'arrête et on se demande quelle vieille règle est en train de s'activer là? Le simple fait de voir le mécanisme, de le nommer, c'est la première étape. On ne peut pas changer un programme dont on ignore l'existence. Et il y a une image sur la guérison dans cette partie qui m'a vraiment marquée. L'idée que la guérison n'efface pas la douleur, elle enlève simplement le volant de ses mains. C'est incroyablement parlant, vous ne trouvez pas? Elle est centrale, parce qu'elle déculpabilise. Elle ne dit pas « tu ne devrais plus avoir mal », elle dit « apprends à conduire avec ». La douleur est là, sur le siège passager, elle peut même parler, mais c'est nous, notre conscience d'adulte, qui tenons le volant. Ce qui amène logiquement à redéfinir la maturité émotionnelle. On a souvent cette image de la personne mature comme quelqu'un de détaché, qui pourrait dire « je m'en fiche ». Le texte prend le contre-pied total. Oui, pour la source, la maturité, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est l'inverse. C'est la capacité à ressentir profondément sans se perdre. C'est pouvoir traverser une émotion sans qu'elle nous noie ou qu'elle prenne le contrôle du fameux volant. Et pour aider, le texte propose des traductions émotionnelles. Par exemple, la colère est souvent une tristesse qui n'a jamais été entendue. Ah oui, ça change tout. Ça veut dire que face à la colère, la question n'est plus « pourquoi es-tu agressif ?», mais « quelle tristesse n'a jamais pu s'exprimer ?» Exactement. Ou encore, la comparaison est un abandon de soi. Et le contrôle est un deuil non résolu. Chaque émotion difficile est un message à décoder, pas un défaut à corriger. C'est un symptôme qui nous dit où regarder. Et dans cette même logique, le texte s'attaque à un totem de notre société, le succès. Et sa conclusion est brutale. Il ne guérit pas la honte, il la maquille. C'est un point essentiel. Le succès extérieur est présenté comme un pansement. Si la blessure de base, c'est de se sentir pas assez bien, la réussite pour donner l'illusion que c'est réglé. Mais ça ne fait que maquiller la blessure. Dès que le succès vacille, la honte remonte, intacte. C'est un anesthésiant, pas un remède. On boucle la boucle en fait. On a commencé avec l'idée de choisir la sécurité, la validation, et on voit que même le succès peut être une stratégie de sécurité. Ce qui nous amène au changement de paradigme final du texte, le vrai jeu de la vie. Oui, c'est là que tout bascule. L'auteur affirme « Le vrai jeu n'a jamais été de gagner ». Si tout ce qu'on a décrit avant, c'était le petit jeu, alors le vrai jeu a notre objectif. Se souvenir que tu n'es pas séparé de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ne pas être séparé de la vie? Ça peut sembler un peu abstrait. Le texte le clarifie avec le concept de paix. La paix ne vient pas du contrôle, mais de la participation. C'est la différence entre être un spectateur de sa vie, qui analyse, qui juge, qui a peur, et en être l'expression. C'est être dans le flux, c'est danser avec la vie plutôt que d'essayer de diriger l'orchestre, quoi. La métaphore finale du texte illustre ça magnifiquement. La rivière n'a pas besoin de comprendre son courant pour atteindre la mer. Elle avance.
Ça suggère que notre besoin de tout contrôler, de tout comprendre, est peut-être le véritable obstacle. C'est une invitation au lâcher-prise. Pas un lâcher-prise passif, mais une confiance dans le processus. La rivière ne lutte pas contre ses rives. Elle les utilise pour se guider. On peut arrêter de lutter contre nos émotions et plutôt les voir comme des informations qui nous guident. Alors, après tout ce parcours, comment on conclut? Le texte est très clair, il n'y a pas de niveau final à atteindre, pas de médaille spirituelle. Non, la finalité n'est pas une destination, c'est une qualité d'être. Le texte dit qu'il y a seulement une présence plus profonde, une compassion plus large, une force plus silencieuse. Le but n'est pas d'arriver quelque part, mais d'être de plus en plus présent à là où on est. Et la toute dernière phrase de la source résume ça magnifiquement. La vie ne veut pas que tu la maîtrises, elle veut circuler à travers toi. Ça redéfinit la victoire. Gagner, ce n'est pas d'échapper à l'expérience humaine. C'est au contraire dit rester éveillé en son cœur. Voilà. Et cet appel à rester éveillé, c'est la clé. Ça nous laisse avec une question. Au fond, si nos personnalités sont des mécanismes de défense et nos choix des répétitions, à quoi ressemblerait une seule décision, une seule conversation, si on la prenait non pas à partir de nos peurs, mais en étant, juste pour un instant, pleinement éveillé?